Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Le Bistrot de Magic. Aujourd'hui, on va vous présenter du coup quelques cartes de la nouvelle édition La Guerre des Frères. Quelques mots pour commencer sur cette édition qui nous replonge dans le passé de Magic. Elle fait suite du coup à l'édition précédente, Dominaria Unie, dans laquelle on a retrouvé nos héros qui luttent contre une invasion phyrexiane dont on pressentait depuis déjà quelques éditions. Ça avait commencé sur Kaldheim, je crois, et ça s'était poursuivi parce qu'après dans chaque édition, même si on avait un monde différent, on avait toujours un Praetor qui était là. Et le dernier, du coup, qui viendra dans l'édition suivante, si je ne m'abuse, il nous restera du coup Elesh-Norn, la Praetor blanche, qui est un peu la maman des Phyrexians maintenant, la chef. Et voilà, donc cette édition nous ramène dans le passé de Magic parce que du coup dans le lore, Teferi est revenu dans le passé à l'époque de cette guerre fratricide pour trouver justement une solution à l'invasion phyrexiane qui se passe dans le présent et dont on aura le fin mot dans les éditions à venir. On va d'abord parler des protagonistes, voilà vraiment les cartes qui font l'édition, les Urza, les Mishra, etc. Les Planeswalkers de l'édition également. Puis ensuite, on va parler également des cycles. On en a deux qui méritent d'être discutés, le cycle des prototypes mythiques et le cycle des commandements. Et ensuite, on parcourra ensemble quelques mythiques et rares de l'édition qui sont potentiellement jouables. On peut se tromper dans les commentaires que l'on fait des cartes, mais voilà, qui méritent au moins d'être testés dans les formats Eternal, donc moderne ou Legacy. On verra que c'est plutôt pour du moderne pour cette édition. Donc, commençons avec les protagonistes. On va commencer par parler évidemment des deux personnages principaux de cette édition, les deux frères, qui se sont livrés une guerre. Alors, ce qui est intéressant dans l'édition, du coup, c'est qu'à la manière d'un Magic 2020, si je me rappelle bien, ça fait un peu le même fait que Chandra. En fait, on avait une Chandra en trois raretés. On avait une Chandra Unco, une Chandra rare et un Planeswalker, du coup, mythique. Et là, on se retrouve un peu avec le même système, c'est-à-dire qu'on va avoir un Urza et un Mishra Unco, un Urza et un Mishra rare sous forme de créature, et deux Planeswalkers mythiques. Pour cette vidéo, on ne va parler que des cartes mythiques, qui ne sont d'ailleurs pas forcément, qui n'auront pas, à mon avis, un grand impact en moderne, mais comme c'est un peu les cartes vraiment iconiques de l'édition, on va quand même en dire quelques mots. Du coup, on va commencer par parler d'Urza, qui est une créature avec un bon body, qui même si c'est un peu analytique aujourd'hui en moderne, risque à foudre avec ses 4 d'endurance, et qui a un effet statique de réduire le coût de certains sorts. Alors c'est pas non plus prouesse, parce que c'est un peu plus limité, ça fonctionne avec les sorts de rituel, avec les sorts d'éphémères, et les sorts d'artefacts. Et du coup, tous ces sorts que vous jouerez coûteront un de moins à jouer. C'est l'effet de base de la créature, elle ne fait pas grand chose d'autre, si ce n'est de se transformer. C'est-à-dire que l'on va pouvoir assembler deux cartes en une, ce qu'on avait par exemple trouvé à l'époque du deuxième Innistrad de mémoire, où on pouvait avoir deux créatures en jeu, activer une capacité et les transformer pour les fusionner en une seule créature, ce qu'on avait notamment avec Gisela et Bruna à l'époque, les deux anges mythiques. Cette Urza va s'assembler avec un artefact légendaire qui s'appelle la Power Stone. Ça permet du coup d'évoquer une des capacités plus mécaniques de l'édition, qui sont du coup les Power Stone. On a pas mal de cartes en fait qui permettent de poser des tokens Power Stone. Les tokens Power Stone, c'est très simple, c'est un peu la fonction de la mana des trésors, ça va vous faire du mana, sauf que vous n'allez pas les sacrifier, elles resteront toujours en jeu, et vous ne pouvez utiliser le mana qu'elles produisent uniquement pour jouer des sorts non artefacts. Enfin, du moins non, c'est un peu différent, vous ne pouvez pas l'utiliser pour jouer des sorts non artefacts. C'est-à-dire que vous pouvez jouer évidemment des artefacts, mais également payer des capacités avec ces Power Stone. Cet artefact légendaire, elle a un effet d'arrivée en jeu. Elle peut soit vous faire un effet de Dismember, donc un -5/-5 sur une créature, soit vous piocher des cartes. Et ensuite, elle permet d'ajouter 2 mana incolore, toujours pour tout ce qui est artefact ou paiement de capacité. Une fois que vous avez les deux en jeu, vous pouvez du coup payer 7 mana, c'est une des capacités activées d'Urza, pour les transformer et les fusionner en un Planeswalker. Le Planeswalker, il a un passif qui vous permet du coup d'activer 2 fois ses capacités par tour, et ensuite il fait un peu de tout. Son plus doit vous permettre en fait de faire le même effet que la créature en ample boosté, c'est la même chose,
sauf que ça va vous faire payer 2 de moins et vous faire gagner 2 points de vie. Il peut également vous faire piocher 2 cartes et en faire défausser une. Il peut vous poser du board en posant notamment des soldats, faire de la gestion de créatures, et il a un ulti qui a priori vous fera gagner. Pourquoi cette carte ne sera pas jouée en moderne? Tout simplement parce que les contraintes quand même sont assez lourdes, prises indépendamment, que ce soit la créature Urza ou l'artefact mythique, c'est pas fabuleux, on va pas se mentir. Ça coûte 7 à activer, ça fait quand même beaucoup trop de contraintes pour un moderne. Même si Planeswalker effectivement est très fort, ce sera trop compliqué. À présent, on va vous parler du coup de Mishra, qui est une créature 3/5 pour 4, dans les couleurs de Rakdos, donc rouge et noir, qui a un effet plutôt intéressant, puisque il va avoir, dans un deck aggro notamment, plutôt dans du haut de curve à 4, qui va faire qu'à chaque fois que vous attaquez, vous allez drainer l'adversaire d'autant de points de vie que de créatures attaquantes. Il n'est pas obligé d'attaquer lui-même, hein. Imaginons qu'il peut être là et vous avez un board de petits tokens à côté. Il n'attaquez qu'avec vos tokens pour éviter que Mishra se fasse empaler par un défenseur, et ben l'effet va quand même se déclencher. C'est très intéressant, et tout comme son frère Urza, il peut s'assembler avec une autre carte, qui est encore une fois une créature artefact, de 2 pour 3, avec la double initiative. Donc encore une fois une créature vraiment très agressive, et qui va permettre également de parler de la capacité Exhumation, qui fait son retour dans cette édition. Donc là, Exhumation pour ce dragon est un peu cher, il coûte 5 en rouge, double coloré d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il va revenir sur le champ de bataille depuis le cimetière, donc en payant Exhumation, vous allez pouvoir vous défausser de votre main et repiocher 3 cartes, ce qui est quelque chose de très intéressant dans un deck agressif, parce que généralement le problème de ces decks là, c'est qu'ils s'essoufflent, là au moins ça vous permet de refaire votre main. Et la capacité du coup pour transformer ces 2 cartes, pour les fusionner, est un peu plus facile à mon sens à atteindre qu'avec Urza, parce que là vous allez simplement avoir besoin d'attaquer avec Mishra et le dragon, ce qui va être transformé en une grosse créature 9/9 qui va avoir 3 effets d'arrivée en jeu. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que quand cette créature est transformée, étant donné que les 2 créatures qu'il a composées avant étaient attaquantes, cette nouvelle créature sera également attaquante. Parmi les effets, un peu comme ce qu'on a vu avant pour Urza, vous allez pouvoir faire un peu il pourra faire un peu tout ce que vous voulez. Il pourra vous faire défausser l'adversaire, il pourra faire une foudre, il pourra détruire un artefact ou un planeswalker, il pourra donner la menace et le piétinement à vos créatures. Voilà, ce qui peut être très intéressant encore une fois dans un deck agressif. Il peut également vous apporter plus de mana en créant 2 lithoforces engagées. Il a plein d'effets, ça fait vraiment une très grosse créature. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que ça a le niveau pour atteindre le moderne? Ça reste à voir, parce que le moderne aujourd'hui, si on compare par exemple une liste Rakdos aujourd'hui qui ouvre des Kroxa, des pyromanciens guéris, des chagrins, c'est quand même des listes aujourd'hui qui ont un niveau de puissance vraiment très élevé. Est-ce que c'est pas un peu trop lent, un peu trop gentil? L'avenir le dira, mais je pense que c'est un peu trop juste pour le moderne. À présent, on va vous parler de Titania, qui encore une fois a un body très correct, elle est 3/4 pour 3, créature verte, légendaire, qui a des effets assez intéressants. À chaque fois que vous avez un terrain qui arrive en jeu, vous gagnez 2 points de vie. Alors du coup, les formats Eternal, c'est quand même des formats, et notamment le moderne avec le fameux duo des Fetch et des Raveland, c'est quand même des formats où on perd beaucoup de PV à cause de ce duo. Là, ça permet quand même d'atténuer un peu tout ça, parce que vous ne perdrez qu'un seul point de vie sur un Fetch qui va aller tutoriser un Raveland dégagé. Et tout comme Urza et Mishra, elle se transforme en une énorme créature, et pour se transformer, elle s'associe avec un terrain. Ce terrain arrive en jeu engagé, à moins que vous n'ayez une créature légendaire verte, par exemple Titania, tout hasard, je pense que ça a été fait un peu pour ça. C'est une forêt, le jeu du mana vert, on n'a pas le type de forêt, ce qui ne la rendra pas fetchable, quelque part ça aurait peut-être été trop fort. Et là, une capacité pour 4 mana, et en meulant 3 cartes, vous allez pouvoir créer un ours. Alors pourquoi meuler des cartes? Tout simplement parce que Titania va se transformer au début de votre entretien, si vous la contrôlez, ainsi que et que vous avez également le terrain en jeu, si vous avez 4 terrains au cimetière. Ce qui la rend plutôt intéressante pour les formats dont on est en train de discuter là, parce que évidemment ce qui rend cette capacité réalisable en soi, c'est plutôt d'avoir des fetchlands, parce que les fetchlands on va les mettre au cimetière,
On a également les terrains du dernier Kamigawa que l'on peut du coup défausser depuis sa main pour également alimenter le cimetière. Généralement, le moderne, c'est un format où on a souvent des terrains au cimetière, notamment en grande partie à cause des fetch. Oui, le terrain du coup légendaire permet également d'activer cette capacité et de transformer, mais c'est quand même très très lent, ça demande beaucoup de ressources, ça joue un peu sur la chance parce qu'il y a la meule en plus, ça paraît vraiment compliqué à réaliser. Mais voilà, avec les fetch, c'est réalisable. Quand Titania se transforme, elle devient une créature XX, X étant le nombre de terrains que vous avez en jeu, et surtout, elle va avoir le bon goût de ramener tous les terrains que vous avez au cimetière en jeu. Donc bah, déjà, de base, les 4 terrains que vous avez au cimetière pour activer, ça va revenir. Elle a une autre capacité en payant 2 mana, ce qui n'est pas énorme. Elle va poser du coup 4 marqueurs sur un terrain, la transformer en créature et donner la célérité. Bon, ce qui est un peu dommage, mais on va pas non plus chipoter, c'est que les terrains qui viennent du cimetière, ils vont en jeu engagé, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir les utiliser tout de suite pour attaquer. Et bon, après, voilà, ça fait... Titania en elle-même est une énorme créature qui a la vigilance, la célérité, le piétinement et la portée. Donc ça fait très rapidement de grosses menaces pour l'adversaire. Donc tout ça pour conclure, Titania, je pense que c'est le duo le plus jouable dans les formats Modern ou Legacy. Elle a le bon goût d'être un élémental, ce qui peut être très intéressant pour le Modern notamment, hein, qui est un deck tribal et qui aime beaucoup faire des choses avec les terrains. Donc ça pourrait peut-être trouver une place là-dedans. Le défaut étant que malheureusement le terrain va être compliqué à tutoriser en moderne. On peut parler par exemple du titan vert, le titan primitif, mais bon, le titan est tellement puissant en soi qu'il n'a pas les besoins d'aller chercher ça et de la soigner avec Titania pour gagner la partie. Hein. On a déjà des effets bien plus puissants à faire avec. Et en Legacy, peut-être, parce qu'encore une fois, voilà, Legacy c'est quand même un format assez puissant, mais on a des cartes qui permettraient de, par exemple, on a Crimson Zenith qui permettrait d'un côté d'aller chercher Titania pour 4 parce que c'est une créature verte, et d'un autre côté on aurait des cartes comme Assolement qui permettraient d'aller chercher le terrain et d'assembler tout ça avec des fetch au cimetière. Pourquoi pas? Ça paraît peut-être compliqué, mais dans un jeu toolbox, on peut l'imaginer. On peut aussi très bien imaginer piocher le terrain, le mettre en jeu et faire la combo avec un Crimson Zenith par derrière. Pourquoi pas? Ça se teste en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Il y a pas mal de decks Legacy qui sont un peu toolbox, qui jouent les créatures en x1. Pourquoi pas? À essayer. Après, on va parler du premier Planeswalker de l'édition, Teferi, qui coûte 5 mana, qui est mono bleu, 2 mana bleu, 3 mana incolore. Ce qui est très intéressant avec ce Teferi, c'est qu'il a un passif, et un passif plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il va gagner la loyauté à chaque fois que vous piochez des cartes. Si vous piochez une carte, il va gagner la loyauté, vous piochez 2 cartes, il va gagner 2 loyautés, etc., etc. Ça tombe bien parce que du coup on voit qu'il n'a pas de capacité plus, mais son 0 du coup vous dit que vous piochez une carte, ce qui en fait du coup grosso modo 1 plus 1 piocher une carte. On peut le voir comme ça. Le -2 est aussi intéressant, il va permettre de poser un token de 2 esprits qui a la vigilance. Alors par contre contrairement à beaucoup d'esprits il ne vole pas. Et c'est une de 2 qui va grossir assez vite sur le deck que vous jouez, parce qu'à chaque fois que vous allez piocher une carte, il va gagner autant de marqueurs plus 1 plus 1. Ça peut en faire vite une grosse menace. On a un ultime qui a -12, donc qui est cher, mais encore une fois, vu qu'il peut gagner beaucoup de loyauté si vous piochez beaucoup de cartes, ça peut aller assez vite. L'ultime n'est pas fantastique en soi, hein, c'est pas l'ultime de Jace Man Sculptor. L'adversaire va choisir du coup un permanent qui contrôle et mélanger dans ses bibliothèques tous les autres. Alors évidemment, ça ne va pas retirer ses terrains, ce n'est que les permanents non terrain. Ce Teferi, il est intéressant. Malheureusement, il va très probablement souffrir de la comparaison avec le héros Dominaria, hein, qui était sorti il y a maintenant quelques années, qui a le même coût, 1 pour 5, mais qui est en bicolore. Par contre, voilà, qui est quand même sur papier beaucoup plus fort que ce Teferi-là, à mon sens. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que on pourrait jouer ce Teferi, par exemple dans un bleu-noir, dans un bleu-rouge, on n'a plus la contrainte de devoir jouer blanc. Donc voilà, il faut savoir que ce Teferi, on va plutôt avoir envie de jouer dans un deck contrôle, et qu'aujourd'hui, jouer du bleu contrôle sans le blanc à côté en moderne, c'est compliqué, parce que le blanc aujourd'hui en moderne, il nous apporte de la gestion avec tous les sorts d'exil, les solitudes, etc. C'est compliqué aujourd'hui de jouer un contrôle qui n'est pas Azorius à mon sens.
À présent, on va passer au deuxième Planeswalker de l'édition, le retour de Saeli, dans les couleurs d'Izzet, un bleu-rouge, Planeswalker pour 4 mana, qui a du coup un +1 qui fait que vous faites un regard 1, quoi qu'il arrive, et ensuite vous pouvez engager un artefact pour piocher une carte. Ça peut être intéressant, par exemple, en limité, avec les tokens Power Stone, pourquoi pas. Le -2 va vous permettre de créer des mécanoptères, les 1-1 vol, créatures artefacts. Et l'ultime, qui peut être assez rapidement atteint, va vous faire 2 effets. Ça va vous poser du coup un emblème qui fait à la fois +1/+1 pour créatures artefacts et également réduire le coût de vos artefacts que vous allez jouer. Ils vont coûter 1 de moins à jouer. Bon, on va être plutôt rapide là-dessus parce que ça me semble un peu faiblard pour du moderne. C'est un Planeswalker qui va avoir, ok, qui se protège, mais qui va pas avoir d'effet assez percutant pour vraiment justifier sa jouabilité. On va finir du coup ce cycle des personnages iconiques de l'édition avec Jix, le Praetor Phyrexian du passé, du coup, à l'époque de la guerre des frères, qui est une créature 3/3 pour 3 en mono noir, de mana noir à mana incolore, de stats correct sans plus, mais qui a un effet passif très intéressant qui dit qu'à chaque fois qu'une créature va infliger des blessures à un adversaire, le contrôleur de cette créature va pouvoir payer 1 point de vie et piocher une carte. Ça fonctionne pour toutes les créatures, si vous attaquez avec plusieurs créatures, vous allez pouvoir piocher plusieurs cartes en payant plusieurs points de vie par exemple. Il a également une dernière capacité qui est assez chère à activer, qui est beaucoup moins intéressante. Cette créature-là peut être intéressante pour du moderne. On peut par exemple penser au deck Rakdos, parce qu'elle a une capacité qui va permettre de piocher des cartes. Ce qu'aime beaucoup faire Rakdos parce que c'est un peu le point faible du jeu, c'est-à-dire qu'on va cramer pas mal de gaz sur des chagrins, sur des fureurs, et ok, on va également gêner l'adversaire, mais on peut également se trouver un peu à sec rapidement dans ce genre de jeu. Donc oui, il permet de se refaire des mains, même s'il est seul, finalement il peut attaquer seul, et bon, on peut payer un point de vie, piocher une carte. C'est quelque chose de plutôt intéressant. On peut également imaginer, pourquoi pas en moderne, un mono noir qui apparaîtrait. La créature semble en tout cas sur le papier vraiment très intéressante. Après, on va parler du coup d'un autre cycle de l'édition, à savoir les créatures mythiques prototypes. Elles sont au nombre de 4. Voilà, on n'a pas de créatures blanches prototypes mythiques. Et on va en parler principalement de 2. La bleue, pour commencer, qui a un effet d'arrivée en jeu si elle est lancée uniquement, qui va vous permettre du coup de rejouer une carte de votre cimetière d'un coût inférieur ou égal à la force de cette créature. Donc en prototype, c'est une 2/1, et en la lançant pour son coût classique, elle va avoir une force de 4. L'intérêt de cette carte, pour le moderne, on pourrait l'imaginer pour un peu recaster depuis le cimetière des rhinos, notamment dans Cascade Footfalls. On la joue en tant que prototype, ça nous refait un duo de 4/4 pétinement pour 3 mana, c'est plutôt correct comme effet. L'autre carte intéressante du cycle, c'est la créature noire, qui est une guivre, qui évoque un peu la guivre étreinte, qui a quand même un body assez costaud, c'est une 7/5 menace, lien de vie, et qui a également une parade, qui fait que pour la cibler, l'adversaire va devoir payer autant de points de vie que la force de la créature. Cette créature-là est vraiment très intéressante, et on pense notamment à 2 decks. On va reparler du coup de Rakdos, qui pourrait la jouer pour 3 mana en prototype, et lorsque cette créature irait au cimetière, jouer un petit tricks qui permette de la ramener en jeu lorsqu'elle va au cimetière, et qui en fait cette fois-ci une menace en plus importante, parce que cette fois-ci elle va revenir en tant que 7/5 menace lien de vie. Donc ça c'est la première idée qui peut venir à l'esprit. Et l'autre, on peut également réfléchir dans Tron. Est-ce que cette créature est meilleure que Guivre éteinte? Parce que finalement aujourd'hui dans le moderne on a quand même pas mal de cartes qui exilent, et du coup l'effet de Guivre éteinte sur l'exil ça fonctionne pas très bien, alors que celle-ci on a toujours l'effet de la parade qui va se faire, qui payer quand même 7 points de vie, c'est pas négligeable. Elle a un body un peu plus costaud que étreinte, sans être non plus largement supérieur. La menace, cela dit, c'est quand même intéressant.
Et elle coûte 1 mana de plus, mais étant donné que Tron rapporte justement 7 mana, ça tombe bien, la différence à mon avis n'est pas fondamentale. On va maintenant parler de quelques cartes que l'on pourrait voir notamment en side de Tron, parce que qui dit gros artefact, on pense tout de suite à Tron. Et on va parler du coup de 3 cartes. On va parler pour commencer du Portail de Phyrexia, qui est un artefact pour 9 mana, ça coûte assez cher, mais voilà, étant donné que c'est un artefact qui peut aller se tutoriser sur le -2 du Karn à 4, il va avoir un effet d'arrivée en jeu assez puissant, parce qu'il va faire sacrifier chaque adversaire de 3 créatures, et ensuite, au niveau d'entretien, vous allez pouvoir à chaque fois ramener une créature depuis un cimetière, n'importe lequel, en jeu chez vous. Ça coûte 9, c'est cher, c'est peut-être un peu plus faiblard que Kulamog, mais vu que ça se met dans le side et qu'on peut le tutoriser, pourquoi pas. Après voilà, les places dans le side de Tron sont assez chères. La deuxième carte, c'est le Cercueil de Stase, qui est un artefact légendaire pour 3 mana, et du coup en l'exilant pour 2 mana, on gagne la protection contre tout jusqu'à son prochain tour. Ça peut être intéressant, parce que, voilà, encore une fois, puisque c'est un artefact, on peut aller le chercher depuis le side. Et comme il est exilé avec sa capa, et on peut également aller le rechercher avec Karn, puisque le -2 permet d'aller chercher non seulement dans le side, mais aussi de l'exil. Donc ça permet un peu de, voilà, d'éviter de contre les decks combo, ça permet de ne pas mourir sur le coup, par exemple. La dernière carte, c'est la Stonebrain, encore une fois, qui est une carte de side contre tous les jeux combo. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Quelques mots maintenant sur une carte que l'on pourrait envisager dans le deck Eldrazi. C'est un deck qui n'est plus trop joué aujourd'hui, mais cette carte semble vraiment intéressante dedans. C'est le Libérateur d'Urza, qui est une 1-2 pour 3, qui a le flash et qui vole, et qui va donner du coup le flash à tous aux sorts d'artefacts et également aux sorts incolores. Donc voilà, les Eldrazi étant tous incolores, ça va permettre du coup de tous leur donner le flash, de façon assez basique. Et l'autre effet va faire en sorte que à chaque fois que vous avez une créature qui est en jeu, ou un artefact, si le coût de ce sort est supérieur à la force du libérateur, vous allez poser un marqueur +1/+1 dessus. Voilà, c'est une créature en plus qui va pouvoir faire des points parce que vous allez la jouer et après de toute façon elle va gagner des marqueurs vu que les Eldrazi c'est quand même des grosses créatures. Donc ça peut être intéressant dans ce deck. On va parler à présent d'un sous-thème qu'il y a dans l'édition, avec les soldats notamment. On a une grosse mécanique du coup en Azorius avec les soldats et beaucoup de soutien pour ce type de créature. On peut parler notamment d'un terrain qui ressemble un peu au terrain qu'on a vu à l'époque de Lorwyn, les terrains tribaux, parce que celui-ci est encore plus intéressant parce qu'il garde la capa des terrains de Lorwyn, c'est-à-dire que quand il arrive en jeu, il peut arriver de détaper si vous montrez de votre main un soldat, mais si vous avez déjà un soldat en jeu, il arrive de détaper quoi qu'il arrive. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt un bon terrain, et du coup dans les couleurs d'Azorius. Et après on a des cartes qui sont quand même assez fortes dans ce thème-là, on pense notamment à la mythique Mirelle, qui va faire un effet grand abolisseur, et qui en plus de ça va pouvoir booster vos soldats. On a une créature bleue également qui vole et qui va également poser des soldats et vous permettre de piocher en enclencher des soldats, intéressant également. Et la vétérane de siège qui va faire grossir vos créatures au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire au début du combat vous allez pouvoir poser des marqueurs sur vos créatures. Voilà du coup pour ce système soldat. Et en parlant de soldats, vu que la plupart des soldats sont des humains, on va parler cette fois-ci d'un humain qui n'est pas un soldat, mais une artificière, qui est Loran de la 3ème voie, qui est un humain du coup légendaire, de 1 vigilance pour 3, qui fait que quand elle arrive en jeu, elle a un effet de désenchantement, donc elle va pouvoir détruire un enchantement ou un artefact, et elle a également une capacité qui fait que quand elle s'engage, vous et votre adversaire allez piocher une carte. C'est plutôt intéressant du coup pour le side d'humain, puisque voilà, c'est un humain du coup qui a un effet de désenchantement. Pour le side, c'est plutôt une carte intéressante. Vous aurez sans doute remarqué que la lumière un peu ambiante a changé, c'est simplement que maintenant il fait nuit, malheureusement c'est l'hiver. Ce qui est positif par contre, c'est que c'est bientôt l'heure de l'apéro. Blague à part, on va vous parler maintenant d'une belle reprint, dans la présence de Dessin Diabolique, qui est un sort de tutor en noir, qui est plutôt simple dans le fonctionnement, sur un rituel pour 2, qui dit que en coup additionnel vous allez sacrifier une créature, et en échange vous allez récupérer une carte dans votre deck et la mettre dans votre main. C'est plutôt intéressant, notamment pour le deck combo qui joue Yogg-Saibul, puisque du coup ça va vous permettre d'assembler la combo plutôt facilement, et c'est vraiment un deck pour lequel sacrifier des créatures c'est pas un énorme problème, puisque c'est un peu la mécanique du pack quelque part.
On va parler maintenant d'une carte vraiment toute mignonne, la Guivrette qui fait ses dents, une 1-1 pour 1 en vert, qui peut être intéressante par exemple dans le deck Hardness Scales, puisque bon, bah, voilà, la première capacité qui dit que la Guivrette aura le contact mortel si vous contrôlez 3 artefacts, ça semble plutôt facile à atteindre dans ce genre de pack qui ne joue quasiment que des artefacts. Et l'autre effet qu'elle a, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer un artefact, vous allez gagner 1 point de vie, et si c'est la première fois que cette capacité se déclenche, vous allez en plus faire grossir la Guivrette. Le petit souci qu'il y a tout de même, c'est que Hardness Scales, ça joue notamment avec la capacité de modularité des artefacts, et elle n'étant pas un artefact et n'ayant pas ma modularité, vous n'allez pas pouvoir déplacer ses marqueurs. Ce qui fait que la carte ne trouvera peut-être pas sa place, mais en même temps, entre nous, elle est tellement mignonne qu'elle mérite quand même de mentionner. On va continuer du coup avec maintenant des cartes un peu pêle-mêle, des cartes que nous trouvons plutôt sympas dans l'édition, mais qui n'ont pas forcément le deck associé, et qui sont aussi peut-être un peu trop faiblardes pour le moderne. On a un cycle de 3 cartes rares légendaires, avec des personnages iconiques de Magic, à savoir Feldon, Urkill et Ashnod. Voilà, ces 3 cartes qui sont chacune dans leur domaine plutôt sympathiques, avec des designs parfois sympas, je pense notamment à Feldon. Maintenant, est-ce que ces cartes trouveront leur place dans un pack de moderne? Ça me semble assez peu probable. On a également un cycle du coup de commandement dans l'édition, dans les 5 couleurs. Bon, on va être honnête, je pense qu'on n'en verra à peu près aucun dans les formats Eternal. Je pense qu'ils sont tous soit trop chers, soit trop faibles, soit les deux. Donc on passe rapidement dessus. Et maintenant, sur votre écran vont s'afficher les autres cartes rares que nous trouvons intéressantes, voire potentiellement puissantes, mais sur lesquelles on a quand même du mal à se faire un avis et sur lesquelles on a du mal à voir des decks dans lesquels elles pourraient rentrer dans le moderne. Donc voilà, si vous voulez dire quelques mots sur ces cartes dans les commentaires, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, on sera ravis d'échanger avec vous. On va finir cette vidéo par 3 Unco qui ont attiré notre attention dans l'édition. On va commencer par la puce de traquer, qui semble la plus intéressante des 3. C'est une 1-1 pour 1, créature artefact, qui a une capacité qui dit que quand elle est sacrifiée, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement non créature dans les 2 cas, et gagner 2 points de vie. Ça, c'est une créature que l'on pourrait notamment rentrer dans le side de Tron, à la place de tous les Nature's Claim ou les Force of Vigor, pour avoir vraiment quelque chose encore une fois, de tutorisable sur Karn, et d'avoir vraiment un side full toolbox. C'est-à-dire que entre chaque partie, vous n'aurez pas à vous prendre la tête, je side pas, puisque de toute façon tout votre side, vous allez pouvoir le chercher avec Karn. Ça va être intéressant. L'autre point intéressant de la carte également, si elle est dans votre main deck, vous allez pouvoir la tutoriser avec la saga d'Urza. Maintenant, il y a certains decks Tron qui jouent des sagas d'Urza en x1, vous pouvez aller récupérer ça avec. Et évidemment, je ne mentionne pas tous les autres packs qui pourraient bénéficier de ça. L'autre chose intéressante, du coup, c'est que c'est un excellent complément à Boseiju, toujours en parlant de Tron. Voilà, par exemple, Boseiju est dans les main decks de Tron. Cette carte-là fait, en plus de ça, voilà, un complément à Boseiju, et vous avez des Lagamun, des armes, contre par exemple des Blood Moon ou ce genre de choses qui peuvent vous pourrir la vie dans Tron. C'est vraiment très intéressant. On va passer maintenant au dissident Yossien, qui est une petite créature à 1 pour 2 dans le cours de Celestia, mais qui peut très vite grossir, parce que dès que vous allez jouer un artefact, vous allez mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Et on sait maintenant qu'il y a des decks qui abusent des artefacts à 0, que ça nous allait renvoyer en main, à les rejouer. Du coup, cette créature-là, on peut l'imaginer la poser en jeu, et ensuite jouer autour d'artefacts à 0, et en faire très rapidement une très grosse créature. La dernière carte dont on va parler ici, c'est un petit enchantement, Audace, qui rappelle un petit peu le fonctionnement de Rancor, puisqu'elle donne plus de +0 et le piétinement. Sauf que la différence de Rancor, quand cette carte-là va être mise au cimetière, vous n'allez pas la récupérer, mais vous allez piocher une carte. Ça peut être intéressant, notamment dans Boggles, mais encore faut-il y trouver une place. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des cartes dont on a envie de parler dans cette édition. On a vu quand même qu'il y en avait beaucoup. C'est une édition quand même, une édition de standard qui nous semble avoir un niveau plus que correct. Évidemment, vu que c'est une édition qui est centrée autour d'artefacts, on a beaucoup parlé de Tron, mais on a vu qu'il y avait également d'autres cartes qui pourraient peut-être soit faire revenir sur le devant de la scène des decks qui ont un peu disparu de la circulation, voire renforcer des decks qui sont déjà compétitifs. On a évoqué tout à l'heure rapidement le deck combo Yoxebul, qui va bénéficier du coup de la rare Diabolic Intent. Donc voilà, en conclusion, vraiment une grosse édition. On est également impatient de pouvoir drafter dessus, puisque le format de draft semble également avoir un power level
assez costaud quand même. Voilà ce qu'on avait à dire du coup sur la guerre des frères, et donc on va mettre un terme à cette longue première vidéo du bistrot de Magic. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez également à aimer la page, hein, ça nous aidera pour l'avenir, parce qu'on espère faire d'autres vidéos. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous fêter un bon apéro, et à très bientôt.